Si pour beaucoup de Parisiens, la nuit blanche ne revient qu'une fois par an, d'autres la vivent au quotidien. Cabaret, bar, discothèque, je vous propose d'arpenter les couloirs de la night, histoire peut-être d'oublier la crise qui sévit. Bienvenue dans La Parole était vous, bienvenue au Café Barge. Alors cette émission est la vôtre, vous le savez, vous pouvez y participer. Un numéro de téléphone s'affiche actuellement sur votre écran, vous l'appelez. Vous ne pourrez pas malheureusement participer à cette émission, à ce numéro, mais les plateaux des prochaines émissions vous sont ouverts. Cette émission est un petit peu spéciale, nous allons parler de la nuit avec un public, je dirais, hétéroclite ici au Café Barge, et puis aussi avec des experts. Aujourd'hui sur notre bateau, Tony Gomez, directeur du Queen, Jean-Bernard Brault, adjoint au maire de Paris, chargé du tourisme, et puis Roland Bidjaoui, qui est le patron du Café Barge, donc l'endroit sur lequel nous nous trouvons. On commence immédiatement cette émission avec ces princes de la nuit. 45% des actifs travaillent entre 20h et 6h du matin à Paris. Certains d'entre eux sont les hôtes des noctambules d'ici ou d'ailleurs qui profitent de la nuit tombée pour se changer les idées. Il y a à Paris 197 théâtres, cafés-théâtres et chansonniers, 110 cinémas, 91 salles de spectacles et concerts et 35 discothèques qui accueillent parmi lesquelles le Queen, un haut lieu du clubbing parisien qui a été repris récemment par Tony Gomez. Voyez ce reportage de Fabien Gandillon. Un jour, on m'a posé la question pourquoi j'étais dans la nuit. Je crois que c'est une vocation. Il y en a qui rentrent dans les ordres. Moi, je suis rentré dans le désordre. Et ça me plaît, ça me va bien. Alors c'est vrai que toute une évolution, ça a été premier établissement à Paris, l'Amazonial, ensuite le Banana Café, après MCM Café, une grande page avec l'Étoile que j'ai vendue en juillet l'année dernière. Elle a une nouvelle aventure avec Philippe Fassien au Queen. En tout cas, ça fait plus de 25 ans que j'anime la nuit parisienne et j'en suis très heureux. C'est une ville que j'aime particulièrement. On remet son titre en jeu tous les soirs. La nuit, c'est un éternel recommencement, c'est une remise en question permanente. Et c'est vrai que les codes de la nuit, il y a des années, ne sont plus les mêmes maintenant. C'est une éternelle évolution. Le Queen est un monument historique de la nuit parisienne. Même la ville de Paris et la municipalité l'ont compris. On sait maintenant que la nuit est un moteur de l'économie incontournable, donc tous les étrangers ont besoin de la nuit. Les Parisiens en ont besoin également, et justement ce que je pense apporter au Queen, c'est un visage, on sait à qui s'adresser. On ne pousse pas seulement la porte d'un endroit, on a rendez-vous avec quelqu'un. Alors ça fait bon nombre d'années que vous arpentez les couloirs de la nuit, Tony Gomez. En quoi a-t-elle changé depuis vos débuts au Banana Café? J'ai presque envie de dire... C'était même avant le Banana. J'aime pas quand on dit que la nuit a changé, parce que la nuit aura toujours 20 ans. Et d'ailleurs, je dis toujours aux clients, quand ils me disent c'est trop jeune, je dis non, maintenant c'est toi qui es trop vieux. La nuit n'a pas tellement changé. C'est la société qui change et la nuit s'adapte. La nuit est certainement même en avance sur tous les autres acteurs de l'économie, parce qu'on ressent très vite les changements de société. On sent les évolutions, les tendances. Et malheureusement, alors, ou heureusement, je ne sais pas comment on doit dire, on s'adapte. C'est vrai que la nuit d'il y a 30 ans est différente de maintenant, mais je crois que celle qu'on a connue à l'époque des années 70, quand les grandes années du disco, moi j'ai ouvert ma première boîte de nuit en 76, donc vous voyez, c'était une autre époque. Cette époque-là n'existe plus. Et il faut simplement l'admettre, le comprendre, et il ne faut jamais qu'il y ait de nostalgie dans la nuit. Il faut jamais de regrets, il faut s'adapter et aimer la nuit et remettre, comme je le disais dans le sujet, son titre en jeu et se remettre en question tous les jours.
Et la nuit est avant tout un acteur économique formidable pour Paris. Jean-Bernard Brault, vous êtes adjoint au maire de Paris chargé du tourisme. Cette nuit joue un rôle essentiel pour le tourisme à Paris ? Écoutez, la nuit, c'est aussi un problème d'image. Paris, ville branchée, c'est nécessaire. Paris est la première destination mondiale du tourisme avec 30 millions de visiteurs par an. Ça crée des devoirs, ça crée des droits. Les droits, c'est celui de le revendiquer, ce qu'on fait, et je m'en prive pas. Des devoirs, c'est celui de le rester. Et pour le rester, la nuit prend un rôle important à prendre. Paris doit rester la ville branchée qu'elle est, et on ne doit pas voir partir nos clients dans telle ou telle autre ville que je ne vais pas citer pour leur faire de la publicité. Mais on voit bien qu'avec le train rapide, il y en a qui voudraient aller du côté d'une île pas très loin, dire que c'est là que ça se passe. C'est pas vrai, c'est à Paris que ça se passe, et c'est en cela que ça nous intéresse. De plus, je vais faire très court, mais 45% des gens qui travaillent à Paris travaillent au sens économique du terme de nuit, c'est-à-dire après 20h, vous l'avez dit tout à l'heure, et 15% totalement de la nuit, entre 20h et 6h du matin. 15% des gens qui travaillent, c'est énorme. Ça comprend les gens qui travaillent dans les hôpitaux, la sécurité, les polices, etc., etc. Et aussi, bien sûr, les hôtels, les restaurants, les clubs. En cela, ça nous intéresse, ça concerne beaucoup, beaucoup de la vie des Parisiens, et ça impacte leur vie aux Parisiens, sur, bien sûr, parfois quelques nuisances, mais on est là pour faire cohabiter. On va en parler aussi tout à l'heure. Alors, la nuit est chaude, elle est sauvage, mais elle est aussi variée, Roland Bijaoui. Je ne pense pas que... il y a plusieurs façons de faire la fête à Paris. Je ne pense pas que la clientèle du Queen sort au Queen justement pour la même chose que la clientèle du Café Barge. Alors, voilà, qu'est-ce que le Café Barge, par exemple, propose à ses clients la nuit de différent? D'abord, je pense que... je suis désolé. Je pense que la nuit à Paris a beaucoup évolué, pas dans le bon sens. Quand on dit qu'à Paris, on est dans une capitale de la fête, c'était il y a 20 ans, peut-être 15 ans encore, mais pas aujourd'hui. Ou alors on ne sort pas dans les mêmes endroits, ou on ne fréquente pas les mêmes endroits. Alors il est évident que si on reste que dans le lieu de Tony... c'est vrai, c'est la fête, mais qu'à l'intérieur. Et je pense qu'il y a des capitales aujourd'hui comme New York, Londres, Milan, Barcelone, où on sait vraiment faire la fête. Il faut Paris la nuit redore son blason. Faire la fête, c'est pas uniquement avoir un lieu où il est privilégié de rentrer. La fête à Barcelone, vous avez des endroits où tout le monde a le droit d'être. Et ce que moi j'ai voulu faire ici, c'est que d'abord chez moi il y a pas de sécurité. Alors, j'ai peut-être un peu de chance. On ne sélectionne pas les gens à l'entrée. Tout le monde a le droit de rentrer, de quelque catégorie sociale ou physique ou de couleur. Tout le monde rentre. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Et peut-être que c'est parce qu'ils ont des choses à tenir, une image à tenir. Mais je pense qu'aujourd'hui, la fête, c'est arrêter de sélectionner les gens qui viennent chez vous. Voilà. Et c'est ce que moi je fais en tous les cas ici. Je fais très attention à ce que tout le monde puisse venir. On va prendre déjà quelques questions du public. On va passer le micro à Olivier. Olivier, vous, où passez-vous la nuit lorsque vous sortez ? Pour l'instant, en fait, je les passe dans des cafés lounge. Et puis bon, maintenant, je commence à les passer chez moi, malheureusement. D'accord. Vous alliez dans des cafés lounge ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous appelez des cafés lounge ? Un petit peu lumière tamisée, quelque chose de tranquille, en fait. Et vous y alliez pourquoi ? Pour écrire. Ah, pour écrire, d'accord. Voilà, tout à Donc fait, vous, la nuit, vous inspire ? Quasiment, oui. D'accord. Concrètement. Cyril, je ne sais pas où vous êtes, mais sans doute pas très loin. Vous sortez, vous, et en boîte de nuit, la nuit, et puis et au cinéma en soirée. Enfin, vous avez une vie nocturne assez riche, j'ai l'impression. Ouais, un peu, ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que la nuit, comme le disait Roland Bijaoui, en tout cas comme il laissait sous-entendre, est sélective, la nuit à Paris ? Et trop sélective. Tout à fait. Moi, j'ai vu, on a voulu aller à une boîte de nuit, je dirais pas le nom, avec les collègues. On s'est vu interdire l'entrée. On n'a pas compris pourquoi. Quand on leur a demandé pourquoi vous ne laissez pas rentrer, il n'y a pas eu de mot. Ils nous ont dit comme ça, allez sur le côté, laissez les autres entrer. D'accord. Bon, c'est un éternel débat, ça. Tony Gomez, pourquoi la nuit est-elle obligée de sélectionner autant ? J'aime pas le mot sélection, c'est un côté un peu négationniste. On ne veut pas de quelqu'un, c'est pas du tout le cas. Je crois que malheureusement, quand on va dans un lieu, on y va pour une ambiance, pour une atmosphère. Et certaines personnes sont dans un état d'esprit, d'autres le sont dans un autre. Et je crois que si on veut qu'un endroit ait une unité, il faut que les gens soient dans le même état d'esprit.
Ce que j'aimais dans la nuit des années 70 et 80, on faisait un effort pour sortir. J'entends par là, quand on sortait du travail, quand on était fatigué, comme vient de le dire Cyril, on passait chez soi, on changeait, on faisait un effort. La chenille travailleuse de la journée devenait papillon de nuit avec des couleurs, etc. D'ailleurs, on en a sur le plateau ce soir. On voit bien que la nuit pétille en couleurs. Et quelquefois, on a des gens qui se présentent, je peux le dire, au Queen, mais il n'y a aucun effort. On s'est pas mis dans l'esprit de la nuit. Et c'est pas un refus. Non, vous nous plaisez pas, vous n'êtes pas beau. C'est non, vous n'êtes pas dans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être digne de la nuit. Il faut être. Je crois que la nuit, il y a un dress code ça se mérite. Il n'y a pas un dress code. Il y a un état d'esprit. Et je pense qu'il faut venir dans un certain état d'esprit. La société a changé, j'en parlais tout à l'heure. Quand on voit la place des femmes dans la société, dans notre société occidentale, les femmes sont libres. La loi nous dit que si une femme se promène nue, si on lui saute dessus et on la viole, ça ne sera pas de sa faute, ça sera le violeur. On n'a pas le droit d'agresser quelqu'un. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas compris. Ils pensent qu'une fille en mini-jupe, c'est qu'une fille qui cherche, c'est qu'une fille facile. C'est pas vrai. On peut être une femme élégante, avoir une robe courte, être très sexy sans pour autant être une fille facile ou complètement disponible. Donc il y a certains garçons, ça se sent, vous savez, quand on est à la porte d'un établissement, on sait à qui on a affaire. Et malheureusement, si vous parlez de sélection, oui, dans ces cas-là, il doit y en avoir une. Et on est obligé, et on a surtout, ça sera mon dernier mot, des règles à respecter, que ce soit sur l'alcool, la drogue, parce que il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour se rendre compte que quelqu'un a trop bu ou qu'il est sous l'emprise de stupéfiants. Ou alors tout simplement aussi, et c'est le dernier cas, c'est des gens qui malheureusement sont connus pour être des troubles faits. On va revenir à ce côté un petit peu peut-être sélection, voire discrimination dans le monde de la nuit. Je voudrais, juste avant qu'on parle de ces différents profils de sortants de la nuit, avec Catherine Espinasse, vous êtes psychosociologue, vous avez écrit il y a 4 ans un livre qui s'appelle, rappelez-le-moi d'ailleurs, ce n'est pas les travailleurs de la nuit. Les passagers de la nuit. Les passagers de la nuit, voilà. Quel profil de sortant nocturne avez-vous défini? Je crois qu'il y a différents types de sortants nocturnes, vraiment. Je pense qu'il y a d'abord des gens qui ne se supportent pas chez eux le soir et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est sortir, où que ce soit. Hein. Donc, je veux dire, c'est presque une fuite du domicile. Deuxième chose, il y a des gens qui sont en horaire décalé. Vous les appelez les domicilophobes, je crois. Hein. Absolument, les domicilophobes, c'est-à-dire des gens qui ne se supportent pas à passer leur soirée chez eux. Et puis, vous avez aussi des profils de gens qui travaillent en horaire décalé, y compris de gens qui travaillent la nuit, justement, et qui, là, ont une sorte d'activité, je dirais que j'appelle les sans jour ni nuit, qui sont des gens qui ont une activité tant diurne que nocturne, qui sont passionnés. Je dirais, tout à l'heure, on avait un exemple d'une personne qui écrivait dans la nuit, ou qui vont prendre des photos, qui vont... dont la nuit est un peu une muse. Il faut pouvoir se l'offrir, hein, mais qui peuvent aussi traverser sortir aussi bien Paris, de jour que de nuit. mais qui peuvent aussi admirer la ville de Paris en extérieur. Parce que je trouve ça intéressant, la question qui est posée par rapport aux lieux de nuit. C'est vrai qu'il y a la fête dans certains lieux, mais moi je déplore aussi qu'il n'y ait pas la fête de façon un peu plus diffuse, y compris sur des espaces extérieurs. On pourrait peut-être se poser la question d'une accessibilité plus grande de la fête, y compris en extérieur. Effectivement, et peut-être plus ouvrir les lieux de nuit. Vous parliez, Roland Bijaoui, de Barcelone. On a l'impression que dans certaines villes un petit peu plus au sud, effectivement, les lieux sont plus ouverts qu'à Paris. Voilà, on revient à ça, c'est vrai, voilà, tout est ouvert. On peut rentrer dans un bar, on peut rentrer dans une boîte, on peut rentrer... Moi, à Barcelone, vous avez des endroits, des maisons où les gens font des fêtes privées, où il y a sur des places, sur des terrains. Enfin, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On n'est pas comme à Paris. À Paris, c'est limité. Mais vous avez envie de faire un dîner marrant, par exemple, place de la Concorde, vous installez une table, une nappe, vous amenez faites un pique-nique, tiens. Voilà. Vous pouvez pas. C'est impossible. Encore que ça existe à Paris, il y a ça. Oui, mais c'est je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être Jean-Bernard Brault, connaissez-vous les soirées blanches, je crois. Hein, vous savez, où des gens se réunissent tout en blanc dans des endroits improbables. Ouais. Mais c'est interdit, en fait. C'est pas autorisé, c'est interdit et c'est mal vu.
Jean-Bernard Brault. Le problème de la gestion d'une ville comme Paris, c'est une zone urbaine dense, petite ville, 105 km². Il faut tous cohabiter. Et c'est ça la difficulté. On dit souvent, nous les élus, que s'occuper de la ville de Paris, c'est gérer des contraires et des contraintes. C'est gérer des équations à 3 inconnus, parfois. Un déjeuner ou un dîner sur la place de la Concorde, oui, pourquoi pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, vous savez, je crois qu'un jour, un philosophe a dit, la liberté, sa propre liberté, s'arrête ou commence celle de l'autre. Donc, quand on fait, vous savez, l'exemple, c'est simple. D'ailleurs, le maire de Paris, Bertrand Lanoue, le dit souvent. Les terrasses, formidable, les terrasses, on descend. Maintenant qu'on sort dehors pour fumer, en plus, dans les établissements. Donc, terrasses, on a tous adoré quand il fait beau. Regardez aujourd'hui, on a tous envie d'aller aux terrasses. Et puis, il y a des immeubles au-dessus. Et au-dessus, ça fait du bruit, une terrasse. Et les gens sont pas très heureux de ce bruit. Sauf quand vous êtes vous-même l'habitant au-dessus. Vous n'êtes pas content de la terrasse, mais que vous êtes le client de la terrasse, vous êtes content qu'elle existe. Donc, c'est ça. C'est le piéton et l'automobiliste. Il y a une autre façon de vivre, une autre façon de faire. Oui. Ça prend du temps, mais... Mais c'est compliqué de rendre tout le monde heureux. Vous savez, c'est les trottoirs, il faut partager les espaces. Et la nuit, c'est un temps de repos pour les gens qui travaillent. Donc, il faut concilier à la fois la fête, l'ambiance, le plaisir, la musique, le brouhaha de la nuit, et le brouhaha au bon sens du terme. Ouais. Et puis en même temps, il faut respecter les gens qui, eux, doivent reprendre le métro le lendemain matin à 6 heures pour aller travailler, qui ont besoin de dormir. Bon, voilà. Tony Gomez, rapidement sur cette ouverture de la nuit, après on passe à autre chose, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que la nuit doit rester professionnelle. Et je ne suis pas du tout d'accord avec les fêtes sauvages ou les fêtes clandestines, comme malheureusement on commence à en voir de plus en plus. Il est vrai que toute la prohibition qu'on connaît sur le tabac, l'alcool, les sorties, entraîne une certaine clandestinité. Il y a de plus en plus de soirées pseudo-privées, mais qui sont payantes dans des appartements, qui là sont très dangereuses parce que c'est la drogue, c'est l'alcool. Et là, malheureusement, on jette le discrédit sur la nuit. Donc une nuit est professionnelle, et je tiens vraiment à insister, ouais. Je pense que la mairie de Paris en est consciente, la nuit doit être tenue par des professionnels et on ne peut pas la laisser à n'importe qui. Non mais moi je ne peux pas laisser dire ça, parce que la drogue, l'alcool, je suis désolé, c'est dans des lieux privés, des boîtes de nuit, des lieux... très connus, dans lesquels on nous trouve d'ailleurs, où on peut aller acheter de la drogue. Donc c'est pas ce problème-là. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas de dire, dans une fête qui peut se faire de façon un petit peu anarchique, qu'on va se droguer un peu plus ou on va boire un peu plus. C'est pas vrai. Parce que dans des boîtes de nuit aujourd'hui, dans des nightclubs qui sont surveillés, dans lesquels il y a une sécurité, un filtre à l'entrée, on trouve de la drogue, on peut picoler beaucoup plus que